Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a reçu hier mardi au palais présidentiel une délégation chinoise en visite en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations sino-ivoiriennes. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème cette année est prêt à vaincre le paludisme. La Côte d'Ivoire a fait en 5 ans d'énormes progrès dû à une bonne stratégie gouvernementale appuyée par ses partenaires. Le gouvernement israélien a annoncé hier mardi avoir renoncé à son plan d'expulsion de migrants africains entrés illégalement dans le pays faute d'avoir trouvé un pays acceptant de les accueillir. Les expulsions visaient une partie des 42 000 migrants d'origine érythréenne et soudanaise vivant actuellement illégalement en Israël. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a reçu hier mardi au palais présidentiel une délégation chinoise en visite en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations sino-ivoiriennes. Témoin pour RTI 1, Jérôme Kofi Aboulin. Une délégation chinoise forte d'une vingtaine de membres en mission en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Cette délégation de haut niveau a été reçue ce mardi 24 avril 2018 au palais présidentiel par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Nous avons eu des échanges ce matin sur l'approfondissement de la coopération sino-ivoirienne et nous avons beaucoup apprécié le développement des relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire et nous sommes d'accord pour faire progresser davantage notre coopération bilatérale en matière de production industrielle en s'appuyant sur la mise en œuvre des projets prioritaires dans la coopération industrielle. Et sur ce point-là, nous avons dégagé un large consensus après des échanges et des discussions très approfondies. Donc, toutes les deux parties sont prêtes à continuer à élargir et à approfondir notre coopération au bénéfice de nos peuples respectifs. Avant de rencontrer le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, la délégation chinoise a eu plusieurs séances de travail technique avec un certain nombre de ministères. Il s'agit de ceux en charge de l'industrie et des mines, des infrastructures économiques, des transports, du pétrole et de l'énergie. Des ministères tous porteurs de grands projets inscrits au programme de coopération financière sino-ivoirien pour la période 2016-2020. Jérôme Kofi Aboulin, les banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire se portent bien et même très bien, selon le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Guy Coaison, avec une augmentation moyenne annuelle des comptes de 4% et une croissance annuelle de plus de 10% en termes de collecte de ressources depuis 5 ans. Plus de détails avec notre reporter Francis Boifo. En 2017, les banques ivoiriennes ont injecté dans l'économie la somme de 4 718 milliards de francs CFA. Pour 2018, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, veut faire mieux. Nous avons pris l'engagement de renforcer le financement en destination des petites et moyennes entreprises. Nous allons aller vers les populations pour leur parler de l'importance d'avoir un compte bancaire, d'avoir donc une relation avec le système bancaire. Au 31 décembre 2017, les ressources collectées par l'APBFC s'élevaient à 9 507 milliards de francs CFA. Pour le financement des projets de développement cette année, l'État attend beaucoup des banques et établissements financiers. Il faudrait que ces banques continuent d'appuyer l'État pour que nos mobilisations de ressources puissent se faire en interne. Nous fonctionnons en union. Et nous avons un pool commun de devises. Les banques doivent de plus en plus faire en sorte que les ressources issues des recettes d'exportation puissent être rapatriées pour alimenter ce pool commun de devises. L'État souhaite que les banques essaient de voir, dans la mesure du possible, à la baisse les taux d'intérêt qui accompagnent ces crédits qui sont alloués, toutes choses qui devraient permettre aux acteurs économiques d'aller de l'avant. L'objectif étant d'augmenter le taux de bancarisation, actuellement de 16%,
contre 7,1% en 2007. Parlant du réseau bancaire ivoirien, ce sont 30 structures, 666 agences et environ 940 guichets automatiques. Intéressons-nous maintenant à l'autoroute du Nord, surtout aux marchés que l'on trouve le long de cette voie internationale. Ces marchés avaient été déguerpis avant les fêtes de Pâques cette année même, mais aujourd'hui, ces commerçants sont de retour, même s'ils sont au discret. Voyons cela avec Eugène Atoubé. En partance pour Abidjan ou de retour, sur l'autoroute du Nord, de nombreux automobilistes s'autorisent une escale à l'entrée ou à la sortie de certains villages que traverse cette voie express à grande circulation. Une fois pied à terre, ils s'empressent de faire quelques achats. Question de temps. Produits du terroir, vivriers, viande de brousse, de la nourriture même. Mais vraiment rien de spécial qu'on ne trouve ailleurs. Et pourtant, c'est chez tous ces acheteurs itinérants rencontrés à Moronou toujours le même plaisir, quoique les motivations soient différentes. En tout cas, avant, on trouvait un peu facile les bananes sur la route, un peu moins cher, mais aujourd'hui, c'est devenu un peu compliqué. Aujourd'hui, tu arrives, on te place 2 régimes de bananes à 2500 à 5000. Mais on va faire comment? On est obligé d'amener un peu la nourriture à la maison, donc on fait avec. En réalité, le prix ne compte pas. C'est bien frais, ça vient du champ, bord champ quoi. C'est pourquoi on aime acheter ici, sinon il y en a à Abidjan. Parmi les acheteurs, il y a les occasionnels. Il y a surtout les habitués, ceux qui ne peuvent emprunter l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Abidjan sans faire leurs provisions à plusieurs endroits au cours de leur voyage. Avec les vendeuses, ils ont même tissé des rapports particuliers au point où leur acte d'achat est comme un rituel. Le ton du marchandage est familier et l'ambiance est toujours conviviale, dans une atmosphère où chaque partie y va de son argumentation pour convaincre l'autre. Mais en définitive, chacun y trouve son compte. Non, moi personnellement, je ne sais pas si c'est devenu une habitude pour moi, mais je ne peux pas faire un voyage sans prendre quelque chose sur la route, même quand c'est cher. Là, à Béoumi, j'ai fait achat de près de 100 000 francs de poissons et je vais partager avec des collègues, la famille. En tout cas, ça me réjouit quoi, quand je fais ça. Elles sont discrètes, mais toujours présentes le long de l'autoroute du Nord, les vendeuses de produits vivriers. Invitées pourtant à quitter leurs différents sites de vente pour une question de sécurité. Depuis la fin des travaux de prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro. Mais chasser le naturel et il revient au galop. Comme des poches de résistance, ces femmes sont bien là, commerçant tranquillement avec les automobilistes et les usagers de passage. Si elles comprennent la décision du gouvernement, elles regrettent et souffrent de voir que leur activité principale s'en trouve affectée. Nous sommes au village, on n'a pas l'argent. Si on ne vient pas se débrouiller au bord de la route, même si on a fait le champ, qu'on ne coupe pas banane de nos champs pour venir vendre là, c'est problème. Donc nos souhaits est que vraiment l'État n'a qu'à voir nos situations. S'il veut, il n'a qu'à chercher une place pour nous spécialement. On va s'asseoir dedans pour vendre nos marchandises parce qu'on ne peut pas quitter au bord de la route parce que c'est de ça on vit. Avoir tous ces véhicules roulés à vive allure sur l'autoroute, il y a de quoi craindre pour la sécurité des vendeuses. Installées le long de cette route, non loin de la chaussée pour la plupart d'entre elles. Quand on leur pose la question pour comprendre, elles répondent que c'est pour une meilleure visibilité, oubliant du coup qu'elles s'exposent au danger. Pour l'heure, ces vendeuses bénéficient d'un répit, comme celle de Moronou, qui partagent leur quotidien avec les conducteurs de mototaxis qui, eux, tirent grand profit de cette activité. Depuis 2014, j'ai commencé à faire mototaxi. Bon, souvent ça marche, souvent ça marche pas. C'est comme toute activité, il y a de bons rendements. En général, ce sont les femmes qui achètent de la banane. Après, les parents qui viennent d'Abidjan, quand ils arrivent, ils m'appellent et ils viennent les chercher. On a un seul cas actuellement, le cas est gâté, donc on prend les motos pour partir chez nous. Le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro a favorisé l'activité de mototaxi à Moronou, comme dans plusieurs localités que traverse cette route. Ironie de l'histoire,
Le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro a conduit l'activité de vendeuse de vivriers vers sa disparition. Une situation que supportent mal les femmes de sa localité qui partagent cet ouvrage. L'espoir qu'elles ont entretenu pendant toutes les années qu'a duré sa construction, c'est mieux aujourd'hui en désillusion. Dossier signé Eugène Atoubé. Cette information, l'immeuble Giam au plateau a été le théâtre d'un incendie ce mercredi matin. Le deuxième étage qui abrite les locaux d'une grande école a été ravagé en grande partie. Aucune perte en vie humaine, heureusement, mais les dégâts matériels sont très importants. Les sapeurs-pompiers militaires ont pu maîtriser le feu. Vous aurez le reportage complet de notre reporter Serge Collia dans nos prochaines éditions. Deuxième grand titre de cette édition, ce mercredi 25 avril est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème cette année est prêt à vaincre le paludisme. La Côte d'Ivoire a fait en 5 ans d'énormes progrès dus à une bonne stratégie gouvernementale appuyée par ses partenaires. Mais cela se heurte malheureusement à quelques incompréhensions des populations. Franck Quadio, reportage. C'est bon. En matière de paludisme, les pays fortement touchés sont classés de 1 à 15. Classée 5e en 2010, la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui la 12e place selon le rapport 2017 de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. De 4400 décès en 2016, on est passé à 3200 en 2017. Des résultats encourageants à mettre à l'actif des stratégies développées par le gouvernement ivoirien depuis quelques années maintenant. L'État de Côte d'Ivoire, pour permettre à toute personne d'avoir accès au traitement partout où la population se trouve, la Côte d'Ivoire a choisi de donner ce traitement-là gratuitement. On vient de distribuer gratuitement 15 millions de moustiquaires à la population de Côte d'Ivoire. La performance de la distribution est de 96% et la possession aujourd'hui par les ménages de 93%. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a la disponibilité de Bilda. Gratuité des soins, distribution gratuite de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, deux actions majeures amplifiées par plusieurs autres méthodes comme la PECADOM, la prise en charge à domicile et les audiences foraines. En plus des activités que nous menons, des activités de santé que nous menons dans nos structures de santé, nous allons maintenant, depuis 2016, dans la population, dans les quartiers précaires qui n'ont pas de centre de santé, pour capter la population qui souffre, pour tous les maux, mais nous axons nos activités sur le paludisme. Autant d'activités qui ont permis à la Côte d'Ivoire de faire un bond qualitatif dans la lutte contre la malaria. Une performance qui serait plus remarquable si les stratégies ne rencontraient pas certains problèmes, car malgré l'atteinte de la couverture universelle avec la distribution de 15 millions de moustiquaires imprégnés en 2017, leur utilisation n'est pas toujours effective. Premièrement, j'utilisais la moustiquaire imprégnée. Mais récemment, ce qu'ils viennent de distribuer là, sincèrement, les enfants ont refusé de dormir en dessous sous prétexte qu'il fait chaud. On a fait l'expérience avec 2 familles qui ont utilisé la moustiquaire et qui pendant au moins 10 à 12 mois, les enfants n'ont pas fait de paludisme. Donc utiliser la moustiquaire, c'est un grand moyen de prévention. Si les autorités rassurent sur la nécessité de l'utilisation de la moustiquaire, elles devraient encore faire face à d'autres préoccupations récurrentes, notamment la complication des cas du paludisme et la gratuité, toujours incomprise des populations. On nous dit que c'est gratuit, mais quand on va, on nous fait payer. D'abord, on te fait payer un carnet, on te fait payer un thermomètre. Quand tu finis ça, les frais, c'est seulement... Quand on finit, on nous donne des ordonnances qu'on a oublié de payer dans les hôpitaux où tu allais être traité. Le paludisme est pris en charge gratuitement. Quand c'est diagnostiqué, je précise, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Dès que le diagnostic est posé, le reste, évidemment, c'est gratuit. La prise en charge du paludisme simple en Côte d'Ivoire est totalement gratuite. Et le gouvernement y tient fermement, lui qui entend éradiquer cette maladie d'ici à 2030 avec l'appui de ses partenaires. Allez, nous allons rester en santé. L'Institut Pierre Richer, un centre de recherche
de l'Institut national de santé publique à Bouaké a réalisé un film de sensibilisation sur la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil. Ce film sera projeté dans plusieurs localités du pays où existe encore, hélas, la maladie. Le lancement a eu lieu à l'Institut national de la santé publique d'Adjamé. Ami Sissoko était témoin pour RTI 1. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux m'expliquer un peu? Mon corps chauffe beaucoup. Ton corps chauffe? J'ai très mal à la tête. Je suis très affaibli. Il y a un peu longtemps? Il y a longtemps même. Et tu dors beaucoup, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. À tout moment, je ne fais que dormir. Ce sont là les signes de la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil. On vient de vérifier la maladie que vous avez, c'est la trypanosomiase. On va vous mettre au traitement. Le traitement, il n'est pas dangereux. Si vous suivez bien ce traitement, vous allez guérir. Ces séquences sont tirées du film La maladie du bout de la piste, un film documentaire sur la maladie du sommeil dont l'objectif premier est de sensibiliser sur ses dangers et la nécessité de se faire dépister. Depuis 2007, la Côte d'Ivoire enregistre moins de 10 cas par an. Nous étions à 200 cas. Ce film doit être diffusé dans tout le pays pour que les populations soient informées que la maladie a existé et si on y prend garde, elle peut revenir. Le film de sensibilisation sur la maladie du sommeil dure 30 minutes. Il est réalisé par l'Institut Pierre Richer, un centre de recherche de l'Institut national de santé publique de Bouaké. Le film documentaire qui a été produit avec le concours du Programme national d'élimination de la trypanosomiase sera projeté dans toutes les zones endémiques, notamment Boisflé, Saint-Fra et Bonan. On sait où sont situés les foyers, on sait où sont situés les foyers hypo-endémiques, etc. Et donc dans chaque cas, nous avons mis en place des stratégies adaptées à chaque situation afin donc de parer à la situation. Lorsqu'une personne est détectée positive, eh bien la personne est traitée. Et le traitement, il est gratuit. La maladie du sommeil est transmise à l'homme par la mouche tsetse en le piquant. Elle sévit dans les zones de forte production de café, cacao, EVA, noix de cajou, bois de teck, ainsi que dans les marigots et les maraîchers. Demain, jeudi, il sera lancé ici à Abidjan la campagne Vision Zéro Accident au Travail par l'Association internationale de sécurité sociale. Cette campagne concerne l'ensemble du continent africain. Elle vise à prévenir et à réduire les accidents de travail. On en parle avec Traoré Mahama qui a rencontré le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Environ 6 000 cas d'accidents de travail sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire. Et les frais de réparation déboursés par la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, sont estimés à 8 milliards de francs CFA. Les accidents de travail sont multiformes et ne concernent pas seulement les cas de blessures graves. Nous sommes dans une salle de travail, il y a de la lumière. Il faudrait que cette lumière-là ne soit pas agressive pour les yeux du travailleur. Tous ceux qui travaillent dans des domaines où il y a de la radioactivité, ils sont soumis donc à des risques liés à la radioactivité sur le moyen et le long terme. À l'échelle internationale, le mois d'avril est dédié à la prévention des risques professionnels. Cette année, l'AISS, Association internationale de sécurité sociale, a lancé la campagne Vision Zéro Accident. Le concept fait la promotion du triptyque sécurité, santé et bien-être au travail. Il s'agit d'éliminer tous les risques qui sont identifiés au préalable et de mener donc des actions afin de pouvoir maintenir le travailleur dans un environnement sécurisé. Vous avez entendu aussi parler du stress en entreprise. Il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de stress possible lié au travail. L'AISS a désigné un pays sur chaque continent pour assurer le leadership de la campagne Vision Zéro Accident. En Afrique, le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire. Le top départ de la campagne africaine sera ainsi donné ce jeudi à Abidjan. Allez, tout autre chose, les 8e assises de l'AISA, l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, se tiennent en ce moment même à Korogo. Korogo, c'est la capitale de la région du Poro, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Le monde de la recherche se donne 3 jours pour proposer des voies et moyens d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Léon Broukwame, RTI Bouaké.
Pénurie d'eau, perte de récoltes en zone ivoirienne de savane, des phénomènes provoqués par les variations des paramètres climatiques de la vie d'agronome. Les présentes assises, les 8e de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, donc pour trouver les issues scientifiques, techniques et technologiques qui assurent la durabilité et la productivité agricole dans cette zone de savane au climat soudanien malgré le changement climatique. Les innovations sont déjà au niveau de la matière de recherche. C'est donc de leur transférer toutes ces technologies qui sont déjà connues et qui sont déjà maîtrisées ailleurs, afin qu'ils puissent changer leur méthode culturelle, par exemple. Il y a des nouvelles ressources qui sont déjà disponibles, qui sont adaptées à la période de sécheresse, qui peuvent être cultivées. Participent à ces assises enseignants-chercheurs, chercheurs, agronomes et techniciens d'encadrement, 200 au total que soutiennent le ministère de l'Agriculture et le parrain de ces assises, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Son représentant, le ministre de l'Enseignement supérieur, salue la reprise des activités de l'AISA, toute chose pour que l'agriculture reste le moteur de l'économie ivoirienne par sa capacité à répondre aux défis. Le développement économique et social de la Côte d'Ivoire repose fondamentalement sur l'agriculture. Ce secteur représente 28% du PIB, 50% des recettes d'exportation et 2/3 des sources d'emploi et des revenus de la population. Cependant, face au changement climatique, l'agriculture en Côte d'Ivoire reste confrontée à des défis majeurs. En effet, les pollutions environnementales, les engrais et les pesticides chimiques entraînent une réduction des sols cultivables et partant donc du rendement agricole, notamment dans la zone soudano-sahélienne de la cité du Pôle. Entre autres partenaires de ces assises, dont les conclusions sont attendues pour ce 26 avril 2018, l'Université de Korogo et le Centre d'excellence africain sur le changement climatique. Et toujours au chapitre agricole, les acteurs de la filière ANACAD ont décidé de créer une organisation professionnelle agricole. Tous les acteurs de la chaîne se sont retrouvés le week-end dernier à Yamoussoukro pour procéder à l'élaboration des textes de leur future association. Charles Tatou, RT Boaké. La production ivoirienne de noix de cajou risque de connaître une chute du fait des maux qui minent la filière. Mots qui ont pour nom non-respect des prix fixés par l'État et fuite des produits vers les pays voisins. L'ampleur des difficultés de la campagne agricole en cours interpelle. Les plus concernés, les acteurs de la filière eux-mêmes. Ils ont décidé de bannir leur querelle de personnes au profit de la mise en place d'une organisation interprofessionnelle. Le processus a démarré depuis Yamoussoukro. La ville a accueilli tous les acteurs de la chaîne de commercialisation de la noix de cajou, notamment les producteurs, acheteurs, transporteurs et exportateurs. En Afrique de l'Ouest, précisément la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur de cacao, premier producteur d'anacarde. Et puis on trouve que vraiment les enfants de ce pays-là, il y a certaines personnes qui sont dans l'air sans jusqu'à aujourd'hui sont pauvres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on ne veut plus de petites solutions, on veut des solutions à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'il y a une visibilité qui est claire pour pouvoir résoudre tous les problèmes de la filière. Les travaux de Yamoussoukro ont porté sur l'élaboration des textes de cette association. Nous sommes à peu près 400 000 producteurs. Il y a les exportateurs, il y a les transformateurs, il y a les commerçants. Donc il est important pour nous, parce qu'il ne faut pas mettre une interprofession de nom. Il faut mettre une interprofession qui travaille effectivement pour l'interprofession et les acteurs de la filière. Nous ne voulons pas nous tromper dans ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous avons voulu qu'elle ne soit parmi nous, pour nous permettre de respecter les textes de mise en place de cette interprofession. Une organisation interprofessionnelle agricole. Les acteurs de la filière, ANACAD, estiment qu'elle est la seule arme pouvant permettre de lutter efficacement contre les pratiques des acheteurs véreux. L'Office ivoirien des paquets réserves OIPR multiplie les actions dans le cadre de la préservation du parc national de la Komoué. Un atelier bilan de ces actions a été organisé en collaboration avec des partenaires. Lancine Bakayoko. Le parc national de la Komoué, c'est 1 149 150 hectares de biodiversité inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Cette richesse naturelle, la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux s'investissent pour la préserver pour les générations futures.
L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, chargé de la gestion du parc de la Comoé, a mis en place des programmes. Le but, empêcher toute action de l'homme visant à dégrader le parc. Pour y parvenir, 62 microprojets estimés à 300 millions de francs CFA ont été élaborés au bénéfice des populations riveraines. 5 localités sont concernées par ces microprojets: Nassian, Bouna, Teini, Kong et Dabakala. Les 300 millions de francs CFA devront servir à construire des écoles, des forages, des centres de santé, ainsi que la création de fermes avicoles et piscicoles et d'usines de transformation du karité. Mais déjà, l'OIPR peut compter sur l'appui de la coopération allemande qui a dégagé 25 millions de francs CFA pour la surveillance du parc de la Comoé. Le directeur de la zone nord-est de l'OIPR, Roger Kwadioyao, et son équipe entendent poursuivre ces efforts car le parc national de la Comoé et celui de Taï marquent la volonté de la Côte d'Ivoire de préserver l'environnement et de promouvoir le développement durable. La coalition des ex-exilés pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire était face à la presse. C'était à la maison de la presse. Les membres de cette coalition souhaitent qu'un cadre soit mis en œuvre pour assurer la réinsertion de ceux des Ivoiriens qui ont volontairement décidé de mettre fin à leur exil. Abou Sanogo. Ils sont rentrés au bercail par vagues successives. Ils ont saisi la main tendue du président de la République Alassane Ouattara pour signer leur retour au pays. Aujourd'hui, ces ex-exilés ivoiriens veulent désormais être des ambassadeurs de paix en Côte d'Ivoire. Réunis au sein de la coalition des ex-exilés pour la démocratie et la paix, ils entendent faire la promotion de la réconciliation et la cohésion. Nous voudrons rendre un hommage au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Nous leur disons merci. Merci pour ce qui a été fait. Notre coalition est prête à s'engager à tout ce qui est processus de paix et de réconciliation, sans préalable. En tant que président, je le dis, parce que nous disons que la stabilité, la paix dans un pays est gage de sécurité et d'évolution. Par ailleurs, ils souhaitent qu'un cadre propice soit mis en œuvre pour assurer la réinsertion de ceux qui ont volontairement décidé de mettre fin à leur exil. Aussi, s'engagent-ils à aller à la rencontre de leurs camarades toujours en exil afin qu'ils reviennent au pays. Tous ceux qui nous écoutent, qui nous verront, nous leur disons de nous rejoindre. Nous avons ce droit d'avoir un regard vers toutes ces personnes que nous avons convaincues de pouvoir revenir et d'accepter la main tendue du président Alassane Ouattara. Un retour que nous voulons vraiment mettre à profit pour parler, pour échanger avec nos frères, nos sœurs, les Ivoiriens, de cette expérience-là, parce que le pays est une chose essentielle pour nous. Et aujourd'hui, nous disons Côte d'Ivoire first, la Côte d'Ivoire d'abord. Nous avons notre volonté de promouvoir la paix, promouvoir la cohésion nationale. Parce que c'est ça qui est l'enjeu. Aujourd'hui, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 96% des Ivoiriens qui sont sortis sont rentrés. La coalition des ex-exilés pour la démocratie et la paix compte mener très bientôt des actions de sensibilisation et de promotion de la paix. Sachez que plusieurs centaines de partisans de l'opposition malgache opposés aux nouvelles lois électorales se sont réunis hier mardi pour la 4e journée consécutive dans la capitale Antananarive pour exiger la démission du président Eri Rajwan Rima-Piana. Autre titre de cette édition, le gouvernement israélien a annoncé hier mardi avoir renoncé à son plan d'expulsion de migrants africains entrés illégalement dans le pays, faute d'avoir trouvé un pays acceptant de les accueillir. Les expulsions visaient une partie des 42 000 migrants d'origine érythréenne et soudanaise vivant actuellement illégalement en Israël. Abou Sanogo. Le Premier ministre israélien a annoncé lundi soir suspendre l'application de l'accord conclu avec l'ONU pour la réinstallation de migrants africains vivant en Israël dans des pays occidentaux, tel qu'il avait été présenté plus tôt dans la journée. J'ai décidé de suspendre l'application de cet accord et d'en repenser les termes. A écrit sur sa page Facebook, affirmant avoir été attentif aux critiques contre cet accord qui devait voir 16 250 migrants soudanais et érythréens rejoindre des pays occidentaux.
Le Premier ministre israélien a détaillé les raisons de l'échec de ce plan gouvernemental, consistant à expulser vers un pays tiers. Le Rwanda, cité pour la première fois de manière officielle par les autorités israéliennes, a refusé d'accueillir des clandestins africains en provenance d'Israël. Dans le cadre de cet accord, Israël s'engageait aussi à donner le statut de résident temporaire pour chaque migrant quittant le pays, avait précisé le Premier ministre israélien avant de revenir sur ce compromis. Pour rappel, ces migrants sont arrivés majoritairement vers 2007 à partir du Sinaï égyptien. La frontière, à l'époque poreuse, avec l'Égypte a depuis été rendue quasiment hermétique. Ils se sont installés en nombre dans des quartiers pauvres de Tel Aviv. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci à la réalisation aux techniciens. Merci à vous de l'avoir suivi et restez sur RTI 1.